Mesdames, Messieurs, amis à l'écoute, pour votre émission Agri-Actu, nous recevons pour vous aujourd'hui le secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture, M. Alfred Guinguéré. Monsieur Alfred, bienvenue à notre émission. Merci bien, Monsieur Congo, de nous inviter. Merci bien à CVK LVD de nous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons échanger sur une thématique très importante qui est la contribution de la Chambre nationale d'agriculture au développement du secteur agricole au Burkina Faso. Mais avant tout, nos auditeurs et auditrices voudraient connaître qui est M. Alfred Guinguéré. Ok, merci bien, Alfred. Je m'appelle Alfred Guinguéré, je suis le secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture. J'ai commencé ma carrière en tant qu'agent au niveau de la direction régionale de l'agriculture. J'ai fait 2 ans, et 2 années après, je me retrouvais comme secrétaire général de la Chambre régionale d'agriculture du centre, où j'ai été là-bas jusqu'en 2014. Je suis parti au niveau du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, PAPSA, où j'ai fait 5 ans. Et depuis septembre 2019, je suis le secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture. Et à vous attendre, on sait que vous êtes un aguerri du développement du secteur agricole au Burkina Faso. Donc, on aura de la matière ce soir pour nos auditeurs. Alors, comment se comporte le secteur agricole au Burkina Faso, M. Guinguéré? D'une manière générale, nous disons que le secteur agricole se porte relativement bien, parce qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été fournis par nos autorités en termes d'appui, en termes d'accompagnement, en termes d'équipement, pour permettre à ce secteur quand même d'être de nos jours performant. Et quand je dis performant, c'est relativement performant parce qu'il y a toujours un grand chantier qui reste à faire. Et si je prends le cas de l'agriculture de saison sèche, c'est une activité qui est en plein essor. Et sans oublier les nouveaux acteurs qui sont en train de se mettre en place au niveau de l'élevage. Je prends le cas par exemple de la production de la volaille, des œufs et tout ça. Donc c'est un secteur quand même qui est en pleine ébullition. Et comme le disaient comme peut dire certaines personnes, c'est au niveau en croisée de chemin. Et je pense que les perspectives sont bonnes et que ce qui est déjà là, il y a déjà un parcours qui a été déjà fait et il y a beaucoup d'autres défis qu'il faut relever pour permettre à ce secteur-là quand même de participer efficacement à l'autosuffisance alimentaire et à un développement adéquat du Burkina Faso. Okay. Quels sont ces défis qu'il faut relever? Les défis déjà, c'est la mécanisation. La mécanisation. Et la mécanisation agricole. Quand on parle de mécanisation agricole, beaucoup voient uniquement les tracteurs. C'est vrai, il y a les tracteurs, mais il y a aussi les petits équipements qui facilitent le travail au quotidien, par exemple, des acteurs. Il y a aussi le crédit adapté au secteur agro-silvopastoral halieutique et faunique. Ce qui fait que nous profitons de ce micro pour remercier le ministère de l'Agriculture. Il y a eu à mettre en place un fonds de développement agricole au niveau de la banque agricole. Mais en fait, il y a toujours cette question d'avoir un financement qui répond véritablement aux besoins des acteurs sur le terrain. En plus de ces financements dont le secteur a besoin, il y a aussi l'organisation et la structuration. Et vous allez voir que, par exemple, au niveau de ce secteur-là, les ventes, il y a toujours un problème d'organisation des ventes. Et vous allez voir que l'acteur qui est situé au niveau de la mise en marché de ces produits, celui qui profite plus que le producteur à la base. Ça aussi, c'est un défi pour voir comment accompagner ces producteurs à avoir quand même un prix rémunérateur qui les permette, par exemple, de pouvoir mieux valoriser en fait leur production et ne pas brader ces productions, par exemple, en fin de campagne où il y a un certain nombre de sollicitations liées à la rentrée scolaire, aux besoins alimentaires. Voilà. Donc, tous ces aspects-là font qu'il y a beaucoup de défis qu'il faut relever. C'est entre autres ce que je retiens, mais il y a d'autres défis encore sur lesquels peut-être qu'on pourrait revenir. Merci beaucoup, M. Guinguéré. Et revenons maintenant à notre thématique. Vous êtes le secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture. On voudrait connaître qu'est-ce que la Chambre nationale d'agriculture, quelles sont ses missions et comment la Chambre fonctionne. Ok, la Chambre nationale d'agriculture, c'est une institution consulaire. À l'image des autres institutions consulaires, il y a la Chambre du commerce, il y a la Chambre des métiers. Donc la Chambre d'agriculture, c'est une institution consulaire qui représente les intérêts de la profession agro-silvo-pastorale halieutique et faunique. J'insiste sur ces mots parce que, comme on dit Chambre d'agriculture, les gens relie ça uniquement à la production végétale. Alors que non, ça concerne tous les sous-secteurs. La production animale, végétale,
sylvicole. Et il y a tout ce qui rentre dans le cadre, par exemple, halieutique. Et tous ces secteurs-là sont concernés par, tous ces acteurs de ces secteurs-là sont concernés par la Chambre d'agriculture. Donc, d'une manière générale, nous représentons cette profession-là et nous sommes là pour, en termes de mission, représenter cette profession auprès des pouvoirs publics, contribuer, par exemple, à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies et puis des politiques de promotion du secteur agro-silvopastoral. Comme autre mission encore qu'on a, c'est participer à l'information et à la formation des acteurs intervenant dans ce domaine-là. On a aussi une mission de concertation entre les acteurs qu'on doit organiser pour avoir une mission de concertation pour pouvoir véritablement pouvoir avoir leur avis, leur opinion, ou bien en fait pouvoir véritablement faire porter les desiderata auprès des pouvoirs publics et puis auprès aussi des partenaires. Il y a aussi une mission d'appui à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des projets des producteurs. Et il y a aussi, avec l'adoption de nouveaux décrets en 2018, on nous a donné encore une autre mission qui est la tenue des registres des exploitations agro-silvopastorales halieutique et faunique. Et la tenue de ces registres-là permet d'enregistrer les producteurs et de leur donner un carte de producteur. Et si vous prenez tous les autres secteurs, vous allez voir que bon, le commerçant a une carte, et bon, quand on arrive au producteur, il n'y a pas de carte. Ça fait que c'est un peu difficile. Donc, il y a tous ces aspects-là que nous menons. On peut expliquer mieux ça parce que pendant la distribution des intrants, on voyait des producteurs qui étaient recensés par les distributeurs pour que les gens puissent mieux comprendre en quoi consiste ce projet, pour qu'il n'y ait pas une amalgame dans la compréhension de ce travail-là. Voilà, en quoi consiste ce travail d'identification des producteurs? D'accord. En collaboration avec le ministère, on a eu à entamer la collecte des demandes d'enregistrement des producteurs. C'est une première étape qui doit permettre d'enclencher l'enregistrement proprement dit des producteurs. Parce qu'en fait, le législateur, avec l'adoption des 4 décrets d'application de la loi 070, nous a été donné jusqu'en fin juillet 2020 pour pouvoir opérationnaliser l'enregistrement des exploitations. C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Donc, on a voulu anticiper et puis, en collaboration avec le ministère, lancer cette activité-là pour ne pas être en porte-à-faux avec les textes, mais enclencher l'activité en attendant d'avoir les moyens pour le faire. Qu'est-ce que c'est que l'enregistrement? L'enregistrement des exploitations, comme on le dit, c'est l'enregistrement des exploitations. Ce n'est pas l'enregistrement de l'exploitant. Ça veut dire que si tu dis que tu es un producteur, qu'est-ce qui prouve que tu es producteur? C'est parce que tu as une exploitation. C'est ça. Donc, on enregistre son exploitation. Et quand on va enregistrer ton exploitation, à la fin, maintenant, on te délivre une carte de producteur. Donc, cette carte-là concerne tous les secteurs agro-silvopastoraux, halieutique et faunique. Donc, c'est un enregistrement qui doit passer par un certain nombre de processus. Et bon, on est en train de voir comment pouvoir mobiliser les moyens pour pouvoir en fait rendre ça effectif. Donc, déjà, on a pu collecter plus de 20 667 demandes d'enregistrement. 20 667. Voilà, qu'on a. Et maintenant, de toutes les régions du Burkina? Dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Puisque, en fait, comme vous l'avez bien souligné, on a profité de la distribution des intrants là pour collecter les demandes. Et après ça, maintenant, on va enclencher l'opération d'enregistrement. Mais pour cela, il y a un certain nombre d'outils et d'appuis dont on a besoin pour pouvoir en fait opérationnaliser cela. Donc l'opération n'est pas encore à terme? Ce n'est pas à terme. On est, comment on appelle ça là, on vient d'amorcer ça. Mais quel est le message que vous pouvez passer pour que les producteurs puissent être aux aguets quand vous allez déclencher, qu'ils puissent vraiment être au top, pour fournir les différentes informations qu'il faut? D'accord. Merci bien. Pour l'enregistrement, nous voulons d'abord faire connaître aux producteurs des différents sous-secteurs l'utilité de la carte. Puisque vous voyez, si vous êtes dans une profession et qu'il n'y a rien qui matérialise que vous appartenez à cette profession, souvent cela fait des amalgames. Et si nous voyons les dispositions de la loi 070, il est spécifié que c'est seuls ceux qui seront enregistrés qui pourront bénéficier des appuis de l'État. Pour dire que l'État se soucie même de vouloir véritablement toucher les vrais acteurs en fait, du métier. Pour dire que l'enregistrement permet aux producteurs d'avoir une identité, d'avoir une profession. Et en ayant cette profession, cela va faciliter, par exemple, l'accès à un certain nombre de services, notamment
Si vous partez dans une banque, vous dites que vous voulez un prêt, vous dites que c'est un prêt agricole. Et on vous demande qu'est-ce qui prouve que vous êtes agriculteur. Si vous avez la carte, voici, je suis enregistré, j'ai la carte. Il y a aussi la possibilité, par exemple, de ces agriculteurs-là, de pouvoir faire, en fait, bénéficier de l'assurance agricole. Il y a tout ça. C'est vrai que, de facto, on ne va pas demander ça, mais je sais que si on arrive à mettre ça en place, ça va être un plus pour permettre à ces acteurs-là de pouvoir en fait s'inscrire. Aussi, ce qui est important pour l'État, à travers, si on arrive à enregistrer toutes les exploitations, l'État disposera d'une base fiable de données pour pouvoir en fait orienter ses appuis et même une information sur l'ensemble des exploitations qui existent au niveau national. Et puisqu'en fait, il y a un certain nombre de données qu'on va prendre sur les exploitations qui va mieux caractériser ces exploitations-là. Et cela peut orienter en fait l'appui de l'État et permettre d'être efficient dans les appuis et accompagnement du secteur agricole. Mais toujours au niveau de la délivrance de cette carte, quelle est la superficie minimale exigée pour un producteur d'enregistrer? Ou bien celui qui a... Pour pouvoir enregistrer, on n'a pas besoin d'une superficie minimale ou maximale. C'est d'abord mener l'activité. Et quand on dit mener l'activité, c'est pas aussi, bon, voilà, j'ai un petit champ de, comment on appelle ça là, de 2 mètres carrés. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que il y a la caractérisation de l'exploitation. On doit trouver ça. C'est-à-dire les différentes caractéristiques qui peuvent caractériser l'exploitation. Il doit avoir, comment on appelle ça là, les facteurs de production, le matériel de production, comment on appelle ça, la main-d'œuvre pour produire. Mais maintenant, puisqu'en fait, je peux avoir 1 hectare et à travers les 1 hectare, je peux plus gagner que quelqu'un, par exemple, qui a 10 hectares et tout ça. Donc, en fait, dans les textes, il n'est pas spécifié qu'il faut avoir une superficie minimale ou bien maximale pour pouvoir être enregistré. Ok. Mais les fonctionnaires qui pratiquent l'agriculture, est-ce qu'ils peuvent être enregistrés en tant qu'agriculteurs? Parce que le secteur agricole aussi est autorisé pour les producteurs, pour les fonctionnaires, disons. D'accord. Pour les fonctionnaires, en fait, il y a ce débat qui est toujours là. Parce que aussi, nous voulons que ce secteur-là appartienne aux vrais acteurs de ce secteur. Je m'explique. Pour qu'on puisse te reconnaître comme agriculteur, il faut que tu tires au minimum 50% de tes ressources, ou bien des ressources qui te permettent de vivre là, du secteur agro-silvopastoral halieutique-phonique. Pour dire, par exemple, si vous, Monsieur Congo, si par exemple, vous dites que vous êtes agriculteur et qu'on voit que les revenus que vous avez ailleurs dépassent ce que vous tirez de votre parcelle de production, on ne peut pas vous classer comme producteur. Donc, en fait, on veut que ce secteur-là appartienne aux vrais acteurs pour éviter quand même que d'autres acteurs viennent prendre le secteur au détriment des vrais acteurs. Cela peut poser souvent des problèmes de développement même de ce secteur-là. Information très importante et très capitale pour les gens, les acteurs du secteur agricole. Merci beaucoup, M. Guinguéré. Pour la suite de notre émission, comment la Chambre est organisée? Ok, merci bien. Pour l'organisation de la Chambre, c'est une structure déconcentrée jusqu'au niveau village. Okay. Donc au niveau village, on a l'Assemblée consulaire villageoise qui comporte l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine agro-silvopastoral halieutique-phonique. Donc cette Assemblée villageoise désigne 4 personnes pour représenter le village. Et quand ces 4 personnes-là sont désignées dans les secteurs ou bien dans le domaine le plus en fait prédominant dans le village. Pour un exemple, si c'est le maraîchage qui est prédominant, on va prendre un du maraîchage, on va prendre un de l'élevage, une personne qui pratique par exemple la sylviculture, ou bien s'il y a la pêche, ou bien s'il n'y a pas de pêche, on peut prendre par exemple 2 au niveau de l'agriculture. Donc ces 2-là vont représenter la chambre d'agriculture, en fait le village au niveau département. Et quand ils arrivent au niveau département, ils constituent ce qu'on appelle l'assemblée consulaire départementale. Et de l'assemblée consulaire départementale, il y a 6 personnes qui sont désignées pour aller en fait constituer l'assemblée consulaire provinciale. Et de l'assemblée consulaire provinciale maintenant, il y a 7 personnes qui sont désignées pour en fait constituer l'assemblée consulaire régionale. 7 personnes. 7 personnes au titre des producteurs individuels. Et maintenant, il y a le collège des femmes et il y a le collège des jeunes. Il y a le collège des entrepreneurs du domaine agro-silvopastoral et il y a, comment on appelle ça, le collège des fêtières. Donc tous ces acteurs-là vont désigner des représentants pour constituer l'assemblée consulaire au niveau régional. Et l'assemblée consulaire au niveau régional,
met en place un bureau exécutif. Okay. Et au niveau du bureau exécutif, là, il y a un président, un vice-président, un président, un vice-président, un premier rapporteur, un deuxième rapporteur et puis un trésorier. Donc ça fait 5. Et maintenant, il y a une structure administrative, un secrétariat général, qui est là pour les accompagner pour la mise en œuvre des activités au niveau régional. Et maintenant, le président et puis le premier rapporteur et des 13 régions sont envoyés au niveau national pour constituer l'Assemblée consulaire nationale. Et c'est cette Assemblée consulaire nationale qui met à l'image des régions un bureau exécutif en place et il y a un personnel technique qui est là pour les accompagner au plan national. Donc au niveau départemental et puis au niveau provincial, on a des coordinations départementales et provinciales pour pouvoir en fait conduire ou bien animer les activités au niveau de ces échelons-là. Merci beaucoup, M. Guinguéré. On sent que la SENA est bien organisée. Voilà, ça prend en compte tous les aspects ou bien tous les acteurs qui interviennent au niveau de la production agricole. Alors, je voudrais poser la question de savoir qui finance les activités de la SENA. Et pour les activités de la SENA, nous recevons une subvention de l'État. Chaque année, il y a une subvention que l'État nous donne pour pouvoir fonctionner. Et on a aussi, dans le cadre de notre collaboration et du partenariat avec des projets et programmes, un certain nombre d'appuis institutionnels dont nous bénéficions pour pouvoir mener en fait nos activités. Donc, d'une manière générale, nos fonds sont un peu limités parce que en fait, c'est la dotation publique et les fonds qu'on a, par exemple, dans le cadre de la collaboration avec des projets, des programmes. Mais ce sont souvent cette collaboration, les actions qui sont appuyées, c'est des actions orientées parce que le projet a ses activités qu'il veut mettre en place. Donc, dans ce cadre-là, tout est bien orienté dans l'exécution. Mais pourquoi les producteurs ne cotiseraient-ils pas pour pouvoir mettre en œuvre certaines activités de la SENA? En fait, c'est lié même à la nature de la Chambre. Ça veut dire que, contrairement au groupement, où les membres cotisent au niveau de la Chambre, à partir du moment où tu es agriculteur, tu es membre de tu es ressortissant de la Chambre, on les appelle des ressortissants. Pour dire qu'en fait, on a, comme je le disais au début, on a une mission publique. Ça veut dire qu'on doit rendre des services publics. Et donc, ce n'est pas des services... Mais ce n'est pas gratuit aussi? Tarifés. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes un agriculteur, vous faites partie de la Chambre d'agriculture, on ne va pas vous demander, par exemple, à chaque mois de cotiser ou quoi que ce soit. Mais maintenant, il peut y avoir, par exemple, un certain nombre d'actions qu'on veut mettre en place. Les agriculteurs peuvent penser pouvoir nous accompagner, ou bien les structures de producteurs peuvent nous appuyer avec, par exemple, un soutien ou bien des financements pour pouvoir le faire. Mais en fait, de facto, il n'y a pas de cotisation, ou bien il n'y a pas de somme qui est demandée aux producteurs pour pouvoir en fait bénéficier des services. Oui, mais comme le financement manque pour le fonctionnement de la Chambre, est-ce que les membres ne peuvent pas apporter ne serait-ce que 100 francs, 200 francs pour que vous puissiez mener vos activités? En fait, c'est parce que les textes ne nous le permettent pas. Donc, mais maintenant, bon, ça peut être une discussion ou bien des éléments d'échange qu'on peut mener pour voir ce qui est faisable. Sinon, les textes ne nous permettent pas de demander quoi que ce soit aux producteurs pour pouvoir les accompagner. Mais comme je le disais, si on a des services qu'on peut rendre, par exemple, on peut dire, par exemple, on a un magasin, par exemple, un producteur qui veut stocker ses céréales, ça coûte tant. Là, c'est des services qu'on les rend et ils payent ces services-là. Et nous nous orientons beaucoup plus vers ça. Mais maintenant, comme je l'ai dit, on peut toujours ouvrir la discussion avec comme on appelle notre tutelle technique et puis voir en fonction des textes ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour ne pas être aussi en porte-à-faux avec les textes. Merci beaucoup, M. Guinguéré. Et je voudrais savoir, bon, c'est des questions qui reviennent souvent dans l'esprit des gens. Est-ce que la Chambre, les missions de la Chambre ne sont pas confondues avec les missions des services techniques du secteur agricole sur le terrain? C'est vrai que sur le terrain, souvent, on a des petits conflits de compétences, mais souvent, c'est parce que, bon, nous n'arrivons pas véritablement à faire mieux connaître nos missions. Justement. Mais aussi, il y a des problèmes aussi liés à la communication et à l'information concernant nos missions. Sinon, nos missions sont claires. Nous représentons et nous défendons les intérêts des producteurs. Et le ministère est chargé de la mise en œuvre
des politiques et stratégies de l'État agricole, dans le domaine agricole de l'État sur le terrain. Ça peut être sous forme d'appui conseil, ça peut être sous forme, comment on appelle ça, de suivi de la législation, ça peut être sous forme d'activités qui peuvent se mener sur le terrain. Mais nous, par exemple, on ne peut pas prendre la place du ministère de l'Agriculture parce que nous contribuons à la formation, à l'information, à la mobilisation des producteurs pour accompagner l'État. Nous contribuons aussi à être comme l'interface. Ça veut dire que si l'État veut mener des activités, l'État veut initier des projets, l'État veut initier, par exemple, des lois, des textes pour pouvoir régir, c'est nous qui représentons et nous défendons les intérêts des producteurs pour dire, bon voilà, cette partie, vous risquez de ne pas en fait, prendre en compte nos préoccupations. Voilà. Mais maintenant, sur le terrain, souvent, il y a cette manque de communication qui fait que, par exemple, certains acteurs pensent qu'on veut prendre leur place, ou bien on veut jouer leur rôle. Ça fait qu'il y a souvent ce problème-là. Mais je pense que on est en train d'œuvrer à ce que quand même les choses soient beaucoup plus mieux expliquées pour que nous aussi, parce que souvent aussi, il faut reconnaître que bon, on peut avoir aussi des acteurs qui veulent, par exemple, faire certaines choses qui ne rentrent pas en ligne de compte des chambres. Ça aussi, on essaie de voir comment les infos, en fait, les sensibiliser pour qu'ils sachent, voilà nos rôles, voilà nos missions, on reste dans ces rôles-là, on reste dans ces missions-là. Okay. Donc, il faut la communication, parce que sur le terrain, souvent, on se rend compte qu'il y a certains membres consulaires qui veulent jouer le rôle d'appui conseil, voilà, jusqu'à même aller vouloir faire des constats de dégâts dans les exploitations agricoles de certains producteurs. Donc, je pense que c'est une activité où c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler pour que les gens puissent comprendre quel est le rôle de la Chambre et également le rôle attribué aux acteurs du développement rural. Voilà, je pense que cela va permettre de pouvoir accompagner les producteurs comme il se doit. Merci beaucoup, M. Guinguélé. Et quel est le bilan qu'on peut faire? Je sais que vous n'êtes pas en fin de mandat. Quel est le bilan qui peut être fait dans les activités de la CNA aujourd'hui, dans le cadre de l'accompagnement des producteurs? D'accord. En termes de bilan, nous notons que nous avons activement participé à l'élaboration d'un certain nombre de textes qui sont en train de régir le sous-secteur agro-silvopastoral halieutique-euphonique. Nous avons aussi participé au suivi et à l'évaluation d'un certain nombre de projets. Dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, on a eu à mettre en œuvre des volets d'un certain nombre de projets. Je prends le cas par exemple du projet d'amélioration de la productivité agricole qui a clôturé en novembre 2019. Il y a aussi le projet Netamba qui s'exécute dans 3 régions et dont l'un des volets est placé sous la conduite des chambres d'agriculture du nord, du centre-nord et puis de l'est. Et à travers ces CERA-là, il y a beaucoup d'activités qui ont été menées sur le terrain en termes d'investissement, en termes de réalisation et au bénéfice du monde rural. Il y a aussi une opération qu'on a eu à mener avec l'appui de l'État. On a pris 26 tracteurs, on a contracté un prêt pour ça, pour pouvoir en fait accompagner 26 coopératives d'utilisation du matériel agricole en commun. Donc ça c'est entre autres les activités qu'on a eu à faire. Il y a aussi les activités de représentation, où à chaque fois qu'on a demandé que le secteur agro-silvopastoral halieutique soit représenté, on y était. Et on a participé aussi à défendre les intérêts des producteurs dans ce sens-là aussi. Merci beaucoup pour ce bilan. Et maintenant, je voulais savoir quelles sont les difficultés que rencontre la Chambre nationale d'agriculture pour qu'elle puisse accomplir pleinement sa mission au Burkina Faso. Et quelles sont les solutions que vous proposez à l'endroit des gouvernements? Les difficultés qu'on a, c'est le fait que véritablement on n'est pas assez autonome, notamment financièrement, parce que bon, ce qu'on a comme ressources est lié à la subvention de l'État. Et comme vous savez, l'État a beaucoup de défis et les ressources manquent. Donc les dotations que nous avons, ça ne permet que de faire le fonctionnement, et puis le fonctionnement courant, c'est-à-dire payer les salaires et puis pouvoir en fait avoir un minimum pour pouvoir en fait fonctionner. Donc on manque de ressources pour pouvoir en fait accomplir nos missions. Et en plus de cela,
le manque de ressources fait qu'on n'a pas étoffé en personnel technique pour pouvoir mener un certain nombre d'actions et d'activités au bénéfice du monde rural. Ce qui fait qu'actuellement, on est en train de demander des mises à disposition d'argent au profit de la Chambre nationale pour pouvoir en fait permettre aux chambres-là de pouvoir être beaucoup plus efficaces. Donc, concernant ces aspects-là, il y a le fait que dans les décrets qui nous régissent, il était prévu qu'on puisse nous affecter des taxes parafiscales. Et ces taxes parafiscales, jusque-là, ce n'est pas encore opérationnalisé, ce qui fait que nous ne disposons pas d'assez de ressources pour pouvoir fonctionner. Donc il y a ça, et il y a aussi au plan institutionnel, il y a toujours un effort à faire pour qu'on puisse mieux connaître et comprendre le rôle des chambres. Je pense que vous l'évoquez un peu plus tôt, c'est que les chambres ont besoin d'être mieux connues, mieux se positionner. Et je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez à travers ce plateau pour pouvoir parler des chambres. Cela permet aussi de pouvoir en fait mieux connaître notre institution. Donc, si ces aspects-là sont résolus et que au plan législatif, puisqu'on a eu à élaborer une loi sur les chambres, qui ont été, cette loi est toujours en cours d'élaboration. Bon, l'élaboration est finie, parce qu'on a pris un consultant qui a fini de faire l'élaboration, mais maintenant, ce qui reste, c'est que ça soit introduit au niveau de l'Assemblée nationale pour adoption. Donc, si on arrivait à avoir l'adoption de cette loi-là aussi, cela va nous permettre de pouvoir fonctionner de manière adéquate. Donc, voilà autant de choses dont on a besoin pour pouvoir fonctionner. Et comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre, en fait. Tout doit partir de là. Et il y a aussi des efforts qu'on doit faire en termes de renforcement des capacités des agents, des acteurs eux-mêmes pour qu'ils soient focus sur leur rôle de mission. Il y a toutes ces choses-là qui sont des défis qu'il faut mener, mais c'est des choses qu'on peut rapidement rattraper si on a les ressources pour pouvoir le faire. Okay. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, amis à l'écoute, nous recevions pour vous le monsieur Alfred Guengele, le secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture du Burkina Faso. Avec lui, il était question du rôle et de la contribution de la Chambre nationale d'agriculture dans le développement du secteur agricole au Burkina Faso. Et je note que les informations qui vous ont été fournies ont permis de mieux connaître chère Chambre nationale d'agriculture. Et rendez-vous pour l'émission prochaine et que Dieu vous bénisse. Amen.